Donc nous passons en effet la parole à la partie lombricompostage avec l'intervention de Monsieur Bocage de la société Veragro, donc qui est partenaire du projet, Monsieur Volatier de chez Mister Lombric et Monsieur Busquet qui peut venir aussi s'asseoir avec nous s'il le souhaite. Donc, comme je vous le disais au début, dans le projet, on avait aussi donc des parties sur l'exploration de méthodes de valorisation du fumier et notamment sur le lombricompostage. Donc, l'objectif, c'était d'étudier et de prototyper avec la société Veragro une ligne de lombricompostage à flux continu sur l'exploitation équine du lycée agricole d'Yvetot. Et donc, la société Veragro va vous exposer sa technologie. Bonjour à tous. Merci de me laisser parler de la technologie du lombricompostage. Avant de parler de la technologie que Veragro a développée, peut-être faire une petite introduction au lombricompost. Évidemment, mes collègues et confrères vont aussi pouvoir commenter cette activité. Avant ça, attends un petit peu après. Donc le lombricompostage, il y a lombric dedans, donc c'est la valorisation des matières organiques de tout type, dans ce cadre présent donc des fumiers équins, par les vers de terre. Donc, les vers de terre très communs, les vers de terre qu'on trouve dans son jardin, et là en particulier le ver de fumier, le ver rouge, le ver de Californie ou Echinia foetida pour son nom latin. Et donc le lombricompostage est pratiqué de manière naturelle dans les jardins, les potagers, les forêts, les champs. Et donc l'idée dans le lombricompostage et le lombricompostage à flux continu, donc la technologie qu'on a développée, c'est vraiment d'accélérer cette méthode de valorisation avec plusieurs millions de vers au même endroit, donc concentrés, pour pouvoir valoriser des quantités plus importantes, facilement et surtout de manière gratuite, puisque le ver de terre travaille gratuitement. Et qu'il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour travailler. Donc après, on va débattre du lombricompostage et de son intérêt pour la filière équine. Il y a deux beaux exemples après qui vous attendent. Donc, introduire le projet Veragro au sein d'Equifumier, c'est en fait expérimenter une nouvelle technique à flux continu. Donc, on s'aide de vers de terre et de machines dans lesquelles les vers de terre vivent pour pouvoir valoriser ce fumier plus rapidement, plus facilement et de manière très simple. C'est une technologie qui vient globalement des États-Unis et bizarrement aussi de Turquie, d'Iran, qui est beaucoup développée en Autriche, en Italie, au Canada et pratiquée de manière un petit peu plus artisanale en Asie. Et donc il y a eu un gros intérêt pour le lombricompostage dans les années 80 qui a été un petit peu perdu parce qu'on ne s'y est pas intéressé suffisamment. Donc l'idée de Veragro, c'est de mettre à disposition des machines automatisées pour faire cette activité très simplement. Donc les vers de terre valorisent les matières organiques, ils les mangent tout simplement. Plus la matière est propre, plus c'est facile. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que c'est une belle phrase de dire que si on veut considérer le fumier comme un coproduit, voire comme une matière première, il faut vraiment que ce fumier soit propre et entretenu pour pouvoir le valoriser, que ce soit dans toutes les filières ou particulièrement en lombricompostage, puisque si vous mettez des gobelets, des touillettes, du sopalin, il n'y a pas de problème puisque le ver de terre mange tout ce qui est carboné. Par contre, s'il y a des fers, des seringues, comme on a pu trouver, des ficelles ou je ne sais quoi, eh bien le ver de terre reste un animal et vous vous dites bien qu'il ne mange pas tous ces artefacts. Donc le ver de terre valorise la plupart des matières organiques végétales au monde, et en particulier le fumier équin qui est l'une de ses nourritures préférées, dans lequel il se développe naturellement et où il pond des œufs très facilement. Donc on a vraiment une augmentation de population très rapide, d'où l'utilité d'expérimenter notre technologie dans le cadre de l'Equifumier. Alors, normalement, on a une vidéo sur ce truc-là qui permet de bien comprendre le système. Donc on a un bol qui permet d'homogénéiser la matière en amont pour que les vers aient le même menu sur la ligne en entier. Donc on mélange le fumier via un bol mélangeur qui est introduit via une vis sans fin dans une trémie épandeuse. Donc cette trémie épandeuse se trouve en haut et elle est mobile et elle contient elle-même des vis sans fin qui vont épandre ou étaler le fumier mélangé sur les vers de terre. Les vers de terre sont contenus dans la ligne qui est là, qui fait à peu près 80-90 cm de haut. Dans cette ligne-là, il y a plusieurs millions de vers de terre. Et tous les mois, toutes les 3 semaines à peu près, on a plus de vers de terre qu'avant, puisqu'ils se reproduisent. Et l'idée aussi
de les mettre hors sol, c'est de les priver de prédateurs, de les mettre dans des conditions pseudo-météorologiques idéales, donc on a une activité sur les 12 mois de l'année, et surtout, une fois qu'on a enclenché quelques boutons, on n'a rien à faire. La technologie est aussi intéressante puisque via cette lame sur le dessous, on peut récupérer le lombricompost par un tapis roulant et donc le packager, le mettre en big bag, le mettre en benne et l'évacuer facilement de son exploitation. Donc ça, c'est le tapis roulant qui récupère la matière et qui l'achemine via un tapis releveur pour le mettre donc en big bag ou en benne. Donc cette ligne est destinée au lycée agricole d'Yvetot, comme le disait Oriane tout à l'heure. Il y a une problématique d'installation, donc les projets sont toujours plus longs que prévu. Donc cette ligne est prête de notre côté. Elle attend que le feu vert du lycée agricole d'Yvetot pour être installée et expérimentée et vous faire un retour plus précis sur l'utilisation de cette ligne dans un cadre équin pur. Donc nous, chez nous, on en a deux, comme celle-là. On met 50% à peu près de fumier équin, 30 à 40% de résidus de brasserie, de rage de bière, et le reste de marc de café. Donc en soi, ça fonctionne, on le sait très bien. Mais l'idée, c'est de voir si ça fonctionne avec 100%, enfin, ça fonctionne aussi bien avec 100% de fumier équin. On n'en doute pas trop, mais comme disait saint Thomas, hein, on croit ce qu'on voit. Donc je préférais annoncer ces chiffres-là. Donc voilà pour le concept général. Donc cette ligne-là, c'est un peu nos standards. C'est une ligne qui fait 25 mètres de long. Elle est sécurisée, donc elle a été développée pour être utilisée par des personnes dont ce n'est pas l'activité première. Notamment ici le lycée agricole d'Yvetot. On annonce 100 tonnes de valorisation de fumier équin par an parce qu'on ne veut pas promettre mondes et merveilles, mais en soi, on pourrait aller jusqu'à 300, voire dépasser les 300 tonnes par an avec une ligne de 25 mètres. Évidemment, le ver de terre se nourrit et donc transforme en biomasse et en énergie la plupart du fumier. Donc on récupère qu'un tiers à peu près de matière, donc de lombricompost. Donc l'intérêt aussi de cette technologie, c'est de passer de 1 à 3, à 0,3. Donc une tonne de fumier devient à peu près 300 kg de lombricompost. Les prérequis sont un bâtiment couvert avec de l'électricité et de l'eau. L'électricité, c'est juste pour activer les moteurs. Je vous disais que ça ne consomme rien, ça consomme un tout petit peu d'électricité, mais vraiment très peu, on va dire 4 à 5 heures par semaine pour étaler et récupérer la matière. Et puis après, 3 à 4 heures de fonctionnement, donc de temps humain alloué à cette activité-là, ce qui fait que je sais que vous avez des emplois du temps très chargés dans le monde équin. Donc l'idée, c'est de ne pas vous dire vous avez une nouvelle activité qui vous prend du temps, où il faut vraiment se former, mais plutôt des choses simples et qui ne prennent pas beaucoup de temps pour pouvoir valoriser votre fumier. Voilà, le prix du kilowattheure, ne le regardez pas, parce que c'est pas forcément quelque chose de constant en ce moment. Donc les calculs les chiffres sont à revoir. Voilà, donc la solution, elle est innovante, elle est unique au monde en termes d'automatisation. Donc on a été par exemple contacté par plusieurs pays pour pouvoir la distribuer sous licence. Donc le concept existe, on a juste poussé jusqu'au bout l'automatisation, le fait de sécuriser la ligne pour les mains, pour l'utilisateur, et on a aussi facilité et rendu durable le modèle. C'est une solution donc décarbonée, on utilise très peu d'énergie pour pouvoir valoriser une matière à la base d'un déchet, mais qu'on considère plus nous comme un coproduit. C'est également un engagement éthique et sociétal de se dire que la matière qu'on produit sur place, l'idée c'est de la transformer en une matière à haute valeur ajoutée, donc le lombricompost, on pourra faire un petit état des lieux de la valeur du lombricompost, que ce soit agronomique ou économique, et de le redistribuer à 30-40 km autour de chez soi avec des partenaires maraîchers, pépinières ou même agriculteurs, pépiniéristes, pardon. Et puis de participer grâce à tout ça donc à la valorisation de matière, donc à la transition agroécologique. Alors comment ça se passe donc une fois qu'on aura attesté grâce au projectif fumier que la véracité de nos propos est réelle, l'idée c'est de faire un audit pour savoir quels sont les coûts. Donc comme vous disiez tout à l'heure, en effet chaque coût est différent un petit peu dans ce secteur. Je sais que M. Palacic paye très cher en effet ces évacuations de fumier, d'autres zéro, l'échange contre de la paille. Surtout chez nous en Normandie, il y a peu finalement d'exemples où l'évacuation du fumier est très très coûteuse. Néanmoins, elle va le devenir, je pense. Comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi des dalles bétonnées qui deviennent un peu obligatoires, mais qui sont tolérées en ce moment. Donc malheureusement ou heureusement, on n'est pas là pour faire de la politique, on va dire que la réglementation se restreint autour de la liberté d'utilisation ou de gestion des fumiers. Donc on a un audit pour savoir si c'est vraiment intéressant de mettre en place chez soi cette ligne-là. Et puis après, on a donc une phase de démarrage de croissance, on travaille avec du vivant. Les vers de terre sont des animaux, donc c'est un élevage indirect de vers de terre.
Donc on a des millions de têtes, mais on a finalement quand même des animaux à s'occuper. Donc on ne peut pas en mettre des millions au départ, on en met plutôt des centaines de milliers. Le temps qu'ils parviennent à grossir et à avoir une grosse famille, il y a quand même quelques mois pour avoir une valorisation à plein régime. Une fois qu'on atteint le rythme de croisière, donc là on valorise au minimum 100 tonnes par an sur une ligne et on espère le pousser jusqu'à 300 grâce donc au projet Equifumier. Et après, donc, on peut récupérer, bien sûr, avant les 12 mois, du lombricompost. Donc, grosso modo, dès qu'on met 2 trémies, on récupère à peu près 1 tonne, un petit peu moins de lombricompost qu'on peut valoriser, stocker ou attendre d'avoir une benne remplie pour l'évacuer. Merci. Donc voilà, donc ça c'est pas moi, c'est Théo qui est là-bas. Vous inquiétez pas, il est là. On a un petit stand à côté, donc pour toutes les questions, les tarifications, les spécifications, n'hésitez pas à venir nous voir. Et l'idée, c'est plutôt de parler après du lombricompost en général. Pour faire l'introduction avec mes collègues, donc vous avez un expert du monde équin et du lombricompostage à en devenir. Voilà. Et Monsieur Volatier, qui est aussi expert du lombricompostage, qui fait des formations de lombricompostage, qui connaît très bien le marché du lombricompost, donc du lombricompost et la matière, et qui va même faire des formations au-delà de la France pour expliquer et former des utilisateurs au lombricompost. Donc je pense qu'on a un beau parterre pour encourager ce secteur à lombricomposter ses fumiers dans la mesure du possible si c'est un choix. Et puis pour aussi ajouter un mot là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre les différentes filières de valorisation. Il n'y a que des solutions adaptées à des territoires, adaptées à des solutions, à des acteurs. Et puis aussi, chacun fait ce qu'il veut un petit peu. Hein. Il y en a qui roulent en Renault, d'autres en BM, d'autres en Citroën. Eh bien, c'est un peu pareil avec le fumier. Vous pouvez le méthaniser, vous pouvez le composter, le lombricomposter. Vous pouvez le vendre, vous pouvez l'évacuer. C'est chacun que ça regarde. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure des solutions. On n'est pas là, nous, pour vous vendre tous une machine. Plutôt là pour voir si c'est une machine qui est adaptée à votre site, adapté à votre façon de fonctionner. Est-ce qu'il y a des maraîchers autour de chez vous qui n'ont pas de matière organique et qui seraient ravis d'en avoir à 50, 100 euros, 200 euros, peut-être 300 euros la tonne? Et si c'est le cas, peut-être que faire du lombricompost et d'en produire une centaine de tonnes par an, ça devient intéressant. Voilà un petit peu pour ma part et pour Veragro. Et donc avec plaisir de laisser la parole à mes collègues. Enfin, s'il y a des questions avant ça, évidemment, vous pouvez me les poser. Quel est le coût annuel des charges sociales de tous ces ouvriers? Des Veragro, des vers de terre. C'est une très bonne question. Avec ils sont pas déclarés, pas d'URSSAF, pas de vacances, pas de RTT. On fait des recensements par carottage, donc on ne sait pas exactement combien ils sont, mais par contre c'est une population très dangereuse, parce que si tout le monde met un gilet jaune et ça fait des millions dans la rue, donc ça serait très dangereux. Mais ils sont très sympathiques et ils ne dorment jamais aussi, donc ils travaillent tout le temps. Bonne question. Et ça vit entre 2 et 8 ans à vers de terre. Ça se reproduit 500 fois par an en moyenne. C'est pour ça que quand on en met en moyenne, c'est hermaphrodite, donc il en faut quand même 2 pour faire des œufs. Et il n'y a pas de maladie vraiment connue aujourd'hui sur le ver de terre, donc à moins de mettre de l'eau de javel sur les vers de terre, ils n'ont pas vraiment de raison de mourir. Voilà un petit peu pour les grandes anecdotes du ver de terre. Ça se mange, oui. Alors nous, je pense qu'on est loin d'en manger parce qu'on est quand même le pays de la cuisine, mais il y a des pays où ils mangent le ver de terre. Alors le ver, oui, et le ver de terre, lui, à Madagascar, il est assez consommé. Enfin, c'est pas non plus le plat du jour, mais ça arrive qu'il soit consommé. Oui. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Aujourd'hui, le ver de terre coûte entre 50 et 100 euros le kilo. Monsieur pourra témoigner, on a acheté une quantité. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous devenez producteur de verre directement. Et qu'un jour, on pourra venir vous voir en disant est-ce qu'on peut vous acheter une quantité de verre pour aller ensemencer la machine de votre collègue? Ou vous-même, vous pouvez recevoir des pêcheurs, des gens qui veulent démarrer des lombricomposteurs maison. Je veux dire, aujourd'hui, nous, ce n'est pas du tout notre activité de vendre des verres puisqu'on la réserve aux clients à qui on installe des machines ou des petites machines pour les collectivités. Bon, c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc, on ne vend pas de verre aux particuliers. Mais j'ai 3-4 coups de fil par semaine pour acheter des verres à 50-100 euros le kilo sans problème, quoi. Quand il y a trop de verre, eh bien, le ver de terre est la première biomasse mondiale. Donc s'il est arrivé là, c'est qu'il est intelligent, plus que nous, parce que quand il est trop et qu'il juge qu'il n'y a pas assez de nourriture, il arrête de se reproduire. Donc en gros, vous le laissez tout seul, tranquille, vous le nourrissez à votre rythme. Et si vous mettez beaucoup de matière, il y en aura beaucoup. Si vous mettez pas beaucoup de matière, il y en aura moins que si vous mettez beaucoup de matière. S'autorégule, tout à fait. Peut-être un peu comme nous, finalement, aussi. On va finir par y arriver. On est 8 milliards aujourd'hui, donc ça mange 1,5 fois son poids par jour. Ouais. Mais justement, est-ce que vous avez encore des questions plus sur notre technologie? Enfin, on est dispo après, hein, c'est l'idée de venir aujourd'hui. Mais je laisse la parole à mes illustres collègues.
Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je pense que le témoignage de M. Busquet est prioritaire. Voilà, j'aurai plaisir ensuite, si vous voulez, vous parler davantage du marché. Mister Lombric a une position de grossiste sur la partie commercialisation du lombricompost. Voilà, et en Afrique de l'Ouest, avec une ferme lombricole au Sénégal, où là on a l'intégration complète. On produit, on commercialise et on transmet le savoir-faire. Mais là, je pense que le témoignage de M. Busquet est plus intéressant, qui est issu du monde équin et qui a fait ce choix de recruter des millions de collaborateurs supplémentaires qui leur offrent leur travail. Peut-être peux-tu dire, Benoît, toi qui as vendu beaucoup de lombricompost, le prix minimum que tu l'as vendu et le prix maximum que tu l'as vendu, ça pourrait peut-être aussi intéresser de savoir. J'avais une question de économique, parler un petit peu de chiffres, ça peut toujours rassurer, encourager. Oui, merci pour la question. Sur le marché français, la fourchette de prix, alors, le marché français du lombricompost qui se caractérise d'abord par quelque chose qui est de l'ordre de l'amateurisme. C'est un marché émergent, c'est encore une niche. Le contexte juridique est tout sauf stable. Son efficacité agronomique ne fait aucun doute. Ça fait 300 millions d'années qu'existent les vers de terre. Toutes les terres fertiles de la planète sont passées et repassées par les tubes digestifs des vers. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. En revanche, est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est un produit? Ce type de subtilité dans la France, parfois le secret, ça fait que pour l'instant, le marché du lombricompost est encore un petit peu balbutiant. L'émergence aussi d'une confrérie des lombricomposteurs ou des lombriculteurs de France est en cours. Voilà. Je ne sais pas si ce sera une franc-maçonnerie, en tout cas, j'aspire à ce que ce soit un secteur dans lequel, certes, nous pouvons être concurrents, compétiteurs, ce qui ne nous empêche pas d'être de valeureux et respectueux compétiteurs, mais qu'on soit aussi des confrères, évidemment, parce qu'on a de l'intérêt à tirer ce secteur vers le haut. Bref, et c'est aussi pour ça que je suis ravi qu'on puisse être à trois, d'abord des confrères, peut-être à certains endroits des concurrents. Je reviens donc sur l'aspect mécanique, voilà l'aspect, merci, sur le prix de ce marché, le prix de la tonne de lombricompost. Lorsqu'on est sur par exemple un céréalier qui va faire ça en complément d'activité, donc un agriculteur qui vend quasiment au coût marginal de production, le prix plancher aux alentours de 100 € la tonne. Voilà. C'est un producteur de lombricompost qui ne valoriserait que à 100 € la tonne. C'est un peu dommage pour lui, mais aujourd'hui, ça correspond à des pratiques commerciales. À l'autre extrémité de cette fourchette en termes de valorisation pour des débouchés vers des professionnels, je parlerai après des particuliers, on est au-dessus de 500 € et on peut se promener entre 500 et 1000 € la tonne. Lorsqu'on est en train de vendre en direct à des particuliers, et là je vous parle de prix de vente TTC, on commence à se promener typiquement en sac de 25 kg, voire sac de 2 kg. On navigue entre 1000 et 2000 € la tonne. Et là, en fait, on bascule au kilo, on est entre 1 et 2 € le kilo, quoi. Voilà la fourchette d'un marché qui, je le répète, pour l'instant est en cours de structuration. Ce qui explique peut-être aussi qu'il y ait ce niveau de dispersion dans les prix, sans même parler du fait qu'il y a lombricompost et lombricompost selon le type d'intrant. Voilà, il y a de quoi s'amuser sur le secteur, mais avec des fondamentaux qui sont fantastiques, à savoir la productivité des vers. Parmi les choses qui m'ont fait rêver il y a une dizaine d'années, qui m'ont donné envie de rejoindre ce secteur, outre la possibilité d'avoir des milliards de collaborateurs, c'est un truc de fou, quoi. Le taux de croissance d'une population de vers dans les bonnes conditions est de 100% tous les 2 mois. Ça crée une bonne base pour avoir une activité qui se développe. Après, est-ce qu'on arrive à la convertir en performance économique au service de la viabilité du projet? C'est une chose. En performance agronomique, oui, c'est une autre chose, mais là-dessus, la démonstration est faite, quoi. Sur le plan économique, voilà, c'est en cours. Et c'est l'occasion peut-être que M. Busquet nous en parle. Oui, moi je suis plus là pour témoigner. D'abord, je suis pas du tout un technicien. C'était plus une initiative qu'on a mûrie à travers le fait d'avoir une structure équestre. Nous, on est dans les Pays de la Loire, qui était d'une 50aine d'hectares, qu'on avait une 70 chevaux, 80 chevaux en boxe, et qu'on avait plutôt choisi depuis le Covid, se dire mais qu'est-ce qu'on va. D'abord, effectivement, on a commencé tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, le fumier, mais qu'est-ce qu'on devait en faire? Au début, on avait les champignonnières, après on épandait, après on donnait à droite à gauche, et puis après, plus personne n'en voulait. Donc on s'est dit quand même, nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça?
D'un côté, on avait besoin de paille, de foin, de luzerne. On a voulu être en autosuffisance. Donc, j'ai commencé à essayer de racheter des terres, en louer, en acheter, tout ce qui était possible de faire. Et ensuite, faire un espèce de circuit fermé et d'essayer de revaloriser notre fumier à travers ça. La lombriculture, parce que c'était effectivement, en termes agronomiques, assez riche. J'ai ici le chef de culture qui est beaucoup plus technicien que moi et qui pourra plus parler techniquement de ça. Nous, ça nous a permis de faire un circuit fermé, de faire un bâtiment, de faire des andins, de revaloriser notre crottin et de le reventiler à travers d'autres utilisations personnelles. Et tout ça en interne et avoir un produit relativement sain. Voilà, nous on arrive... J'en vends une partie parce qu'on utilise à peu près 30% pour la lombriculture, qu'on revend, donc à travers un circuit de distributeurs. Nous, on n'est que producteurs. Et autrement, le reste, on l'épand dans nos cultures. Donc, on a un petit peu évolué vers l'agriculture pour être en autosuffisance. Et tout ça, ça change la donne économique. Mais c'est un process qu'il faut faire en ayant les capacités d'avoir un petit peu de terre autour de soi. Et puis de convaincre les gens, parce que le système est assez, comment on peut dire, il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas de techniciens, tout ça c'est très nouveau, donc il faut former des gens. Donc on n'est pas capable tout à fait de le promotionner assez bien. Mais on sait, nous, qu'à travers tout ce qu'on fait pour nos cultures, ça change quand même énormément la donne. Mais j'ai quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui est là, qui peut vous en parler sur le plan vraiment calorifique, enfin agronomique. Nous, on a fait un bâtiment avec des andins, avec un système de légère pente de 5%, sur lequel on a acheté, pour vous dire que son énergie, sa vitalité est assez importante, on a acheté il y a 1 an, vraiment jour pour jour, c'était au mois de novembre, 200 mètres carrés de vers de terre. Aujourd'hui, on en a à peu près 1000 mètres carrés, et qu'effectivement, il faut penser à bien les réguler. Il y a toute une transformation. Là, c'est assez pailleux. Au bout de quelques mois, ça devient tout noir, et le ver de terre a la singularité de monter chercher la nourriture, parce que c'est un ver un peu spécifique, et que donc, au bout d'1 an, enfin, tous les ans, en gros, nous, on récolte, on met à manger, il monte, on enlève la couche du dessus, et on récupère tout le compost qui est en dessous. C'est tout ce qu'il a ingéré, lavé, et qui se transforme en pâte, et qu'on met à sécher, et qu'après, on revend à des producteurs. À des distributeurs, pardon. Donc nous, on est plus là en témoignage de l'évolution du concept de quoi faire du fumier de cheval. Et ça, c'est un débouché. On est quand même, c'est balbutiant en termes de commercialisation, ça c'est sûr. Il manque vraiment d'ingénieurs, de gens qui connaissent bien le produit. Ça commence, hein, parce que vous en faites partie, mais ça manque de ça pour vraiment convaincre. Mais nous, à notre échelle, localement, on est très sollicités pour tout ce qui est maraîcher, vignerons. Tous ces circuits-là, ils sont tous à la recherche de produits bio, labellisés bio, et ils veulent tous utiliser ça. Nous, pour nos cultures, c'est aussi important. Hein. Donc, quel que soit le fumier, une fois qu'il a été lombricomposté, il est utilisable dans l'agriculture biologique. C'est important à savoir aussi. oui. Vous l'utilisez chez vous, sur vos exploitations, sur quelle production? Comment ça? Sur quelle terre? Sur des terres agricoles. Et pour produire? Alors pour produire tout ce qu'on a besoin pour nos chevaux, c'est-à-dire paille. Alors au départ on partait pour l'autosuffisance, donc paille, foin, luzerne essentiellement. Autour de ça, il faut des rotations de culture pour les sols, de façon à ne pas les appauvrir davantage. Donc on fait colza, tournesol, un peu de févrole, tout ce qui nous permet de faire des rotations. Donc avec ça, on fait des bancs de témoins aussi pour se rendre compte entre le conventionnel et la lombriculture. Alors malheureusement cette année ça a été complètement faussé parce que on avait des signes super positifs en début d'année, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on fait ça. Mais avec la sécheresse, ça a tout foutu en l'air parce que vous pouvez mettre les meilleurs engrais du monde, s'il pleut pas, alors là. Donc notre tournesol qui était super beau s'est transformé avec moitié moins de rendement de prévu. On a des prairies bien sûr, très important. Ah bah oui, ça c'est important. Et c'est vraiment important. Et on a même la singularité avec ce produit de pouvoir, quand on veut traiter, il n'y a pas besoin, parfois on enlève les chevaux, parce qu'on fait une partie pâture, une partie, on met les chevaux à pâturer, puis après on les enlève, et on attend, on fait les 2 coupes de foin, puis on les remet dedans, etc. Mais on peut aussi amender régulièrement, même si les chevaux sont sur le sol, il n'y a pas besoin de les enlever, c'est pas toxique, c'est pas nocif, c'est tout à fait, c'est tellement sain, et qu'il y a presque plus de sujet, parce que tous ceux qui l'utilisent, voilà, au Canada, j'ai lu des études, il y a des fermes témoins
qui ont été mises en place et plus personne ne veut rechanger, quoi. Et nous, on a choisi un bâtiment fermé. Effectivement, il n'y en a que 2 en France, le nôtre et une écurie de course à Angers. On a voulu un produit pur, un produit sans impureté, de feuilles, d'oiseaux, etc. C'est pour ça qu'on l'a mis là. On récupère le jus et du solide aussi. C'est aussi la singularité. Et tout ça, voilà, on a fait un bâtiment assez classique, avec des photovoltaïques, le schéma assez classique. Ça s'amortit assez vite. Je pourrais peut-être en discuter après, c'est pour ceux que ça... Et c'est un procédé qu'on a trouvé. Et nous, ça nous motive pour développer la filière agricole. Donc ça nous a apporté, ça fait tout un circuit vertueux. Je pense qu'il y a tout un truc à développer sur la collecte de fumier, sur fusionner les choses, les compétences des uns des autres. Enfin, voilà. Alors ça, c'est des secteurs sur lesquels c'est difficile. C'est qu'il faut vraiment fusionner. Il y a une richesse fongique, bactérienne dans le lombricompost qu'il n'y a pas dans le compost. Il y a des choses qui viennent du tube digestif du ver de terre qu'il n'y a pas dans le compost qu'il y a dans le lombricompost, notamment des phytohormones, des acides aminés, des acides humiques, des acides fulviques. Ça ne veut pas dire que le compost n'est pas riche. Mais souvent, quand on me pose cette question-là, je dis souvent le compost, c'est la nourriture pour les sols, alors que le lombricompost, c'est la nourriture pour des plantes. Et un peu pour les sols aussi. Mais voilà un peu la différence. Et d'où, en effet, même si le marché est balbutiant, d'où la différence économique entre les deux, la difficulté de production aussi entre les deux, et aussi que, si vous voulez, si vous reprenez le schéma naturel, quand quelque chose tombe au sol, ça devient du compost en premier lieu, et ça devient du lombricompost en second, et après c'est assimilé par les plantes. Donc en fait, c'est pas le même produit. Donc par contre, vous dire mathématiquement la différence entre les deux, c'est un peu compliqué. C'est principalement la vie microbiologique qui du lombricompost qui fait la différence par rapport au compost, quoi. Aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que la valorisation des amendements organiques par des analyses se fait principalement sur des critères physiques et chimiques, et le coût les solutions pour valoriser la vie dans le lombricompost, la vie en termes de champignons, de bactéries, ces solutions-là aujourd'hui n'existent pas vraiment. Donc il est un petit peu difficile de valoriser, je dirais rationnellement, scientifiquement, avec des analyses qui seraient très coûteuses, beaucoup plus coûteuses que simplement d'analyser les pourcentages de NPK, magnésium ou autres. Alors exactement, ça c'est la solution la plus radicale, et c'est ce qu'on reçoit de clients qui nous envoient des photos en disant j'ai planté une rangée de fraisiers avec et sans. Merci, j'en recommande. Et mes salades et mes pommes de terre, ainsi de suite. Oui. Alors oui, disons quand je dis avec et sans, ou alors c'est mon itinéraire culturel habituel, voilà, mes intrants habituels, mon compost ou mes intrants chimiques, et puis ma nouvelle pratique, le lombricompost. Et là, ce que disait Alexandre, c'est que il y a des bascules qui se font des conversions, quoi. Il y a aussi des conversions un peu plus idéologiques qui se font en disant je ne suis pas intéressé d'avoir des intrants chimiques. Je veux travailler en agriculture biologique, je veux respecter le sol. Donc je suis pas en train d'hésiter entre les deux. Je fais un choix qui privilégie les approches les plus naturelles possibles. Là, c'est plus par conviction. Nous, on a été approchés, alors qu'on n'est pas distributeur, mais juste producteur, mais le bouche-oreille du fait dans notre univers et qu'on n'est pas beaucoup en faire. Donc voilà, c'était d'être approché par exemple par Paris 2024, qui veut faire tous ces sols. C'est des ingénieurs agronomes qui ont fait des études, etc., qui ont analysé les produits et qui disent on veut utiliser ce produit-là pour le circuit vertueux que ça représente, l'histoire que ça raconte à travers du produit de cheval. Et pour le champ de course, et aussi les terrains de sport, j'ai un contrat avec la Baule, avec différents sites comme ça qui utilisent ce produit, qui vont. Oui, et pour les champs de course, c'est un débouché évidemment. C'est pour ça que je vous dis que c'est balbutiant tout ça. C'est le Radiocom 2000 d'il y a 25 ans. Donc, de toute façon, ça sera dans 10 ans, on se reparlera comme ça. Moi, je serai peut-être plus là, mais ça sera plus un sujet presque, parce que ça sera un sujet comme un autre, je veux dire, mais ça sera un produit comme un autre pour tous ces développements-là, et y compris, voilà, ce circuit vertueux qui n'existe presque plus. Pour compléter. Oui, pour compléter, nous, je pense aussi Benoît, on a beaucoup de demandes de professionnels des terrains sportifs ou des golfs. Des golfs, des terrains de foot de professionnels, même des terrains semi-synthétiques, c'est-à-dire un peu d'herbe, un peu de plastique, utilisent 1-2 camions de lombricompost, donc on parle de 24-50 tonnes, pour démarrer des nouvelles pelouses.
Donc on dit oui, démarrer, une fois que c'est démarré, on n'a plus besoin. Mais généralement, un terrain de foot refait sa pelouse tous les 3-4 ans, minimum. Et il y a aussi de l'entretien. Parce que pour avoir échangé donc, avec Sparfel, si vous connaissez un petit peu le secteur, Sparfel me dit le lombricompost c'est génial, par contre c'est tellement absorbé par les plantes qu'en 4 mois, il faut en remettre. Je dis bah oui, c'est ça, c'est de la nourriture pour les plantes. Donc il y a un effet sur le long terme. S'il faut en remettre, tant mieux. Ah oui, tant mieux pour la production. C'est pour ça qu'on est là. Tout à l'heure, quelqu'un a relevé le problème de la communication déjà dans votre secteur. Donc imaginez, sur des choses qui sont connues depuis plusieurs années, il y a une difficulté à communiquer. Sur les aides, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Vous avez déjà du mal, enfin vous, on a du mal à communiquer. Donc imaginez sur quelque chose comme le lombricompost, qui est relativement nouveau, que chacun fait un petit peu dans son coin, la difficulté supplémentaire à communiquer. Mais juste pour dire que, pour avoir échangé avec pas mal de professionnels du monde équestre, beaucoup utilisent du lombricompost dans leur prairie et en sont très contents. Par contre, ils vont pas l'écrire sur Internet, ils vont pas faire des publications, ils vont pas tout ça. Mais il faut le véhiculer et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez tous là. C'est exactement ça.